Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème manager qualité, pardon, comment rester in. Le webinaire sera présenté par Christophe Villalonga, consultant en système de management QSE et auteur. Alors, la présentation durera une vingtaine de minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat conversation en bas de votre écran et je les formulerai à Christophe à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement à l'écran les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Christophe Villalonga. Bonjour Nicolas, merci pour cette introduction. Donc le thème de la séance, effectivement, c'est manager qualité, comment rester in. Donc je vais me présenter tout d'abord en quelques secondes, très rapidement. Donc je suis Christophe Villalonga, j'appartiens à un cabinet que j'ai créé qui s'appelle Calinov, dont le métier est de faire du conseil, de la formation et de l'audit dans le domaine de la qualité. Voilà. Je suis également auteur avec la publication de mon dernier ouvrage, qui est moi, manager qualité, acteur du changement, qui a été publié en 2020. Voilà, donc l'idée de ce webinaire, c'est de partager quelques principes inspirants pour rester in. Alors, avant de débuter et de vous présenter ces 7 principes inspirants, l'idée, c'est de se dire comment un peu j'ai eu le déclic de cette notion de rester in. Voilà, ça fait quelques années que j'ai le plaisir et la chance de travailler dans des sociétés où, on va dire, à fort développement, ou qu'on pourrait appeler des startups. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une terminologie, de nouveaux principes et que ça évoluait très rapidement et qu'il était important de se tenir au goût du jour pour ne pas rester un peu sur le bord de la touche et pour pouvoir suivre un peu ces évolutions. En effet, aujourd'hui, dans les termes, dans les mots, dans le langage qui est souvent utilisé en entreprise, on va trouver des choses qui sont totalement différentes ou en tous les cas innovantes qui peuvent porter un nouveau discours. Et si on n'est pas au fait de ces termes et de ces mots, on peut être très rapidement mis au bord de la touche. Voilà. Donc, les 7 principes, comme le temps est relativement court pour vous les exposer, on va débuter par le premier principe. Pour rester in, il faut chercher de nouvelles inspirations et je rajouterais ailleurs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un univers isonormé, j'allais dire que la culture du manager qualité ou du manager QSE, en fonction de son champ d'intervention, va tourner autour des normes de système de management et il va avoir une connaissance très forte sur de la terminologie autour de ces normes de système de management avec des termes, des mots et des approches très spécifiques. Donc, pour les managers qualité qui sont dans un environnement purement qualité, ça sera l'ISO 9001. Puis pour les autres, il y aura des termes complémentaires autour de l'environnement avec la 14001, la sécurité santé travail 45001, énergie pour la 50001, etc. Donc ça, c'est la démarche classique. Mais si on reste que dans ce cadre de référence, on peut être très rapidement cloisonné dans son propre univers. Moi, ce qui me paraît important, c'est de se dire, effectivement, dans cet univers isonormé, il faut venir le compléter dans un univers avec d'autres champs de connaissances autour du système de management. Alors pour moi, le premier champ de connaissances qui me paraît important, c'est tout ce qui gravite autour du lean management. Ça, c'est important parce que c'est aujourd'hui un vocabulaire, des termes, des approches qui sont souvent appréciés par les directions générales et on verra des exemples de termes. Il est important d'avoir cette source d'inspiration autour du Lean parce qu'il y a des approches qui sont basées vraiment sur le terrain, sur l'opérationnalité des choses, sur le fait de rendre les choses simples, d'éviter les gaspillages, etc. Et le Lean Management n'est pas réservé, j'allais dire, qu'aux sociétés industrielles ou à un univers industriel. Vraiment, le lean management, c'est vraiment une source d'inspiration qui doit être très forte et qui permet de rester dans in parce qu'il y a plein de vocabulaire et plein de choses qui sont très importantes à maîtriser. La deuxième source d'inspiration dans cet univers, c'est tout ce qui gravite autour de l'entrepreneuriat. On verra des termes qui peuvent
être en lien avec cette approche, c'est de dire, c'est vraiment de s'inspirer de tout ce qui se passe dans une approche beaucoup plus ouverte autour des entreprises, de l'organisation et du mode de fonctionnement. Voilà, il y a plein de nouveaux mots, il y a plein de nouveaux termes qui existent. Je vous en ai préparé quelques-uns autour de l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui, quand on parle de pitch, quand on parle de storytelling, quand on parle de marque employeur, quand on parle de le time to market, voilà, il y a plein de nouveaux termes qui correspondent à des nouvelles réalités opérationnelles. Et si on veut rester in, eh ben, c'est important lorsqu'on dialogue avec des fonctions, si un DRH nous parle de la marque employeur, il est important d'avoir des flashs sur la signification de ces termes. Donc ça aussi, je pense que c'est une source d'inspiration qui doit être très forte. Et la troisième source qui est très forte et qui le sera de plus en plus, ça sera tout autour de la RSE, sur la responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations, avec aussi là tous des nouveaux termes, des nouvelles approches qui existent autour de la raison d'être, autour de l'éco-conception, autour du dialogue social, autour de… Voilà, il y a plein de nouveaux termes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut rester in, il y a tout un nouveau vocabulaire qui existe dans les organisations et le manager qualité ou le manager QSE doit être en lien avec ce vocabulaire et pas rester simplement dans son univers isonormé autour de termes qui concernent uniquement les normes ISO 9000. Alors, Platon a précisé la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Et ça, je pense que ça peut vraiment être source de réflexion, parce qu'à partir du moment où on connaît des mots, j'allais dire, c'est pas comme l'apprentissage d'une langue étrangère, c'est-à-dire que la connaissance du mot, derrière, reflète plein de réalités. Et du coup, quand on connaît des mots, c'est important de voir ce qui se cache concrètement derrière ces termes. Voyez, donc je vous ai fait une petite sélection en termes de lean management. Quand on parle de Jumba-Tour, de l'Obeya, de Oshin-Kanrin, de l'Amdec, de Pokayoke ou autres, c'est important. Quand on parle de RSE, quand on parle d'entreprise à mission, quand on parle de gouvernance responsable, quand on parle de diversité, quand on parle de lutte contre la corruption, là aussi, derrière tous ces termes, c'est des termes qui sont importants dans les organisations, donc il est important de les connaître pour pouvoir dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes. Et quand on parle de l'entrepreneuriat, il y a des termes comme le personal, Kanban, le time to market, le storytelling, tout ce qui est le design thinking, les MOOC, etc., qui sont aussi importants. Voilà. Donc, pour rester in, le manager qualité, je pense, doit vraiment être au fait d'avoir cette culture qui est beaucoup plus ouverte qu'une culture centrée ou auto-centrée sur les normes de système de management. Alors, là, je vous ai fait une liste un petit peu plus globale, mais elle n'est pas du tout exhaustive. Et l'idée, c'est que si on veut dialoguer avec une direction, si on veut dialoguer avec le marketing, avec les RH, avec des DSI, il est important d'avoir cette culture globale pour se dire que le poids des mots derrière reflète des réalités opérationnelles et c'est important d'avoir cette culture. Donc, premier principe, pour rester in, il faut ouvrir son champ des connaissances et s'ouvrir à d'autres univers. Donc, je pense, et ce n'est pas exhaustif, mais à l'univers Lean, à l'univers de la RSE et de l'univers de l'entrepreneuriat. Plus les managers qualité seront en lien avec ces univers, plus ils auront de connaissances et ils auront une culture générale de l'organisation qui sera ouverte et moi, je dirais, ils seront catalogués dans un univers qui peut être assez restrictif, qui est l'univers que j'ai appelé isonorme. Deuxième principe, pour rester in, il faut améliorer, innover. Je dirais que le manager qualité sait faire bien les choses, il sait faire mieux les choses, c'est-à-dire qu'il a cette culture de l'amélioration continue, c'est dans l'ADN de la fonction, mais peut-être, je pense qu'il y a un point qui est vraiment à travailler, c'est de faire autrement les choses. Donc, faire autrement les choses, ça veut dire d'avoir une capacité d'innover. Alors, dans l'univers isonormé, on est dans un univers où on a une bonne dose de gestion, c'est-à-dire qu'on sait faire du reporting, on sait gérer des activités opérationnelles, on a un certain nombre de rituels, c'est ce que j'appelle la gestion. Il y a les revues de processus, les revues de direction, faire des campagnes d'audit, faire les campagnes de satisfaction client, etc. On gère des choses. Puis derrière, on a également une bonne dose d'amélioration continue. Je pense qu'un manager qualité, c'est
améliorer les choses, et ça fait vraiment partie de son ADN. Par contre, dans cet univers in, pour rester in, il faut innover, c'est-à-dire qu'il faut savoir aussi faire autrement, il faut savoir sortir de sa zone de confort, il faut apporter des nouvelles idées dans l'organisation pour justement montrer que on peut faire autrement les choses. Voilà. Donc, si je fais un lien avec le principe numéro 1, dans l'innovation, il faut aller chercher des idées nouvelles ailleurs, et cet ailleurs, on l'a vu un peu dans mon premier principe, en allant chercher des idées du côté de la RSE, d'aller chercher des idées du côté du Lean, ou d'aller chercher des idées du côté du monde l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, innover, ça, c'est vraiment un principe pour moi vraiment clé, c'est-à-dire que pour rester in, il faut faire autrement, il ne faut pas simplement faire bien et faire mieux, il faut vraiment aborder les choses d'une manière différente. Troisième principe pour rester in, il faut savoir faire simple, et c'est souvent compliqué. Alors ça, l'univers isonormé, parfois on a eu un peu, et je mets le nom parce que je me mets dedans, on a eu tendance parfois à complexifier un certain nombre de choses, à les rendre parfois illisibles, et tout ça souvent avec un principe de on ne sait jamais, et si il se passait ça, etc. Donc, deux choses qui pouvaient être assez limpides, on a eu tendance à les complexifier, à les rendre beaucoup plus difficiles et accessibles. Donc, cet univers isonormé, il est important dans l'univers in de faire des choses simples. Et Einstein nous a dit, n'importe quel type intelligent peut faire les choses plus compliquées, mais il faut du génie pour faire plus simple. Et je prendrai une deuxième citation de Léonard de Vinci, la simplicité et la sophistication suprême. Donc là, pour rester in, je pense que les organisations ont vraiment besoin aujourd'hui de simplificateurs, c'est-à-dire de gens qui ont la capacité de rendre les choses simples, lisibles, accessibles, et pas de créer des usines à gaz, des usines intellectuellement intéressantes, mais qui sur le terrain ne sont pas réalisables. Donc, ce point de cette capacité de faire des choses simples, à mon avis, c'est vraiment un point clé pour rester in, pour ne pas être mis sur le bord de la touche, parce que c'est une réelle compétence, je dirais, d'avoir cette capacité de rendre les choses simples, lisibles, et de pouvoir être vraiment porteur de la simplification en interne. Donc ça, c'est un point aussi, un principe qui me paraît vraiment important, et c'est vraiment une valeur qu'il faut défendre dans les organisations pour que vraiment on arrive à simplifier et à rendre les choses lisibles dans les organisations. Quatrième principe, et ça c'est un principe que personnellement j'ai appris dans le monde vraiment de l'entrepreneuriat, c'est le principe itératif, de l'idéation, de l'itération. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, il y a peut-être un changement de paradigme qui peut être important. Parce que dans la qualité, bon, en tous les cas, moi je l'ai appris comme ça, on a toujours dit la qualité, c'est faire bien du premier coup. C'est-à-dire que si on part de cet adage, qui fait partie de la culture qualité, ça veut dire qu'on ne s'accorde pas finalement d'une démarche itérative, c'est-à-dire une démarche qui consiste à tester, à essayer plusieurs choses avant d'atteindre le cœur de cible. Si on dit que la qualité, c'est faire bien du premier coup, chaque fois qu'on tire, il faut être dans le cœur de la cible. Donc ça, cette perfection, ça veut dire qu'il faut passer beaucoup de temps dans le P du PDCA, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup, beaucoup réfléchir en se disant, on va investiguer ce P pour qu'on prévoit tout dans ce P, et puis quand on va le mettre sur le terrain, dans le D, là, ça sera parfait. Donc ça, moi, je pense que c'est une approche un peu utopique, parce qu'une chose parfaite ne peut être parfaite qu'à partir du moment où elle a été souvent confrontée à la réalité du terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vraiment viser ce cœur de cible, il est peut-être important d'avoir une autre approche et d'avoir un processus beaucoup plus itératif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on a passé un peu de temps dans le P, on a investigué un petit peu ce P, c'est tout de suite mettre en œuvre, déployer, tester sur le terrain pour s'assurer que notre idée, elle est bonne, ou au contraire, elle n'est pas bonne, mais pas de passer trop de temps dans ce P, parce que c'est là qu'on fait de la torture intellectuelle, et que d'une bonne idée, on peut souvent créer ou
se retrouver avec une usine à gaz. Donc, la démarche itérative, hein, c'est le test and learn. Ça fait vraiment partie du monde entrepreneurial, notamment du monde des startups, où les startups, hein, quand elles ont souvent une idée, un concept, elles vont le tester, elles vont le mettre sur le terrain, elles vont observer. Par contre, elles ont une capacité extraordinaire, c'est de corriger très rapidement lorsque ça ne va pas. Donc, elles sont plutôt dans une logique, on fait des sauts de puce agiles avec des fréquences rapprochées, plutôt que de faire des grosses choses sur lesquelles on pense avoir tout pensé, tout prévu, mais en réalité, il n'y a que la réalité du terrain qui peut nous permettre de tout penser. Donc ça, culturellement, je pense que c'est un vrai défi, un vrai enjeu, c'est de se dire, bien entendu, il faut prévoir un certain nombre de choses, et c'est pas aller dans le dé, dans le doux, dans l'exécution immédiate, mais je pense que la fonction qualité doit vraiment être dans cette démarche itérative, en s'accordant le droit de que ça ne soit pas parfait du premier coup, et de le tester, de l'observer, de corriger, de réagir en fonction de ses résultats. Donc, d'avoir une démarche beaucoup plus itérative, de s'inspirer vraiment de ce qui se passe dans le monde entrepreneurial et du faire de test and learn. En sachant que ce test and learn, à un moment donné, ça peut nous conduire à un abandon en disant cette idée n'était pas bonne. Et ça veut dire, ça implique également l'idée d'accepter les échecs en disant c'était peut-être une idée pas bonne ou c'était peut-être un truc qui n'était pas terrible, on l'a testé, on s'aperçoit que c'est pas terrible et on a le courage de l'abandonner. Voilà. Donc ça veut dire que ça induit quand même ce droit à l'échec, ce droit de se dire, OK, on a testé, on a au moins essayé, et l'idée de pouvoir vraiment avoir ce processus itératif, c'est vraiment un principe qui me paraît important pour rester in, pour éviter de faire que des gros bons lourds et peu fréquents, parce que ça, c'est pas en lien avec le rythme actuel des organisations. Cinquième principe, et ça c'est peut-être l'un des principes aussi majeurs dans ce que je vais vous dire, hein, c'est qu'on peut pas vivre, il faut vivre avec le numérique, et que l'univers isonormé est trop souvent orienté, j'allais dire, sur la suite bureautique Microsoft ou Google, sur ce monde de l'informatisation. Donc, cet univers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, on a mis en place des systèmes de management, parce qu'on n'avait peut-être pas d'autres solutions, mais qui étaient basés vraiment sur beaucoup d'outils, de fichiers Excel, de Word, etc. Donc, vraiment sur ces approches-là. Aujourd'hui, moi, j'aime bien dire que pour rester in, il faut vraiment avoir cette culture du digital. Il faut vraiment avoir cette curiosité d'esprit, de se dire, finalement, on peut traiter autrement les choses qu'avec du Word, de l'Excel et du mail. À partir du moment où on est sur des flux d'informations qui sont fréquents, nombreux, exponentiels, il est très difficile aujourd'hui de traiter cette donnée, ce qu'on appelle la data, avec du mail et de l'Excel. Moi, j'aime bien parler de niveau de maturité digitale des organisations en fonction de l'utilisation ou non abusive d'Excel et du mail. Ça, c'est souvent un indicateur. Quand on voit des fichiers Excel un peu de partout, c'est souvent des palliatifs sur des problèmes organisationnels pour justement mettre en exergue un certain nombre de dysfonctionnements qui peuvent exister dans l'organisation. Alors, si on prend quelques exemples, par exemple, moi, je suis encore surpris de voir, par exemple, et je l'ai vu encore la semaine dernière, dans des centres de traitement de la donnée, d'utiliser le mail pour émettre comme un ticket, une demande, et pour assurer le traitement d'une demande par un mail. Aujourd'hui, il existe plein de solutions dans le numérique qui peuvent répondre à énormément de problèmes. Donc, le manager qualité doit vraiment s'inspirer d'avoir cette culture digitale en partant du principe, au moins, de savoir que ça existe. Prenons 2-3 exemples. Dans des organisations, voilà, ça a des exemples vécus sur le terrain. Par exemple, si on prend un processus de recrutement, ça c'est assez intéressant de voir un processus de recrutement dans les organisations et le flux que cela génère entre le fait de déposer la candidature, le fait de recevoir les demandes des candidats, de répondre aux candidats, parce que c'est la moindre des choses, d'envoyer les candidatures sélectionnées aux managers, de gérer la réponse des managers, de convoquer les candidats, etc., etc. Quand
on a des projets de recrutement intenses, forts, il est quand même difficile de gérer tout ce flux d'informations, j'allais dire de manière artisanale. Aujourd'hui, il existe quand même des solutions digitales qui permettent de changer d'air. On ne peut pas travailler de manière artisanale quand on a des flux d'informations trop nombreux. Parce qu'après, les gens, aujourd'hui, ils ont le réflexe de dire on n'est pas assez nombreux. Mais est-ce que c'est le constat est juste, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à traiter toute l'information qui nous arrive, pas de discussion sur le constat. Le constat, il est bon. Est-ce que la solution, c'est qu'on n'est pas assez nombreux? Parfois, je pense qu'il peut exister d'autres solutions que le fait de se dire on n'est pas assez nombreux, il faut embaucher. La solution digitale permet vraiment d'optimiser et de maîtriser des processus. Ça permet vraiment d'optimiser le mode de fonctionnement. Et moi, j'ai l'habitude aujourd'hui de dire quasiment sur tout problème organisationnel, il existe une solution digitale. Quand je vois que dans les organisations, on gère encore du projet avec Excel, on gère des actions avec Excel n'a jamais été prévu ou est conçu pour gérer des plans d'action ou gérer des projets. Quand on voit encore que de nombreuses données sont stratégiques pour une entreprise sont gérées dans Excel, ça peut être souvent surprenant parce que Excel, c'est compliqué pour trier la donnée, pour faire des requêtes, pour faire, etc. On n'a pas de notification. Il y a plein d'éléments et qui mériteraient, j'allais dire, juste une conférence sur ce thème. Donc, dans ce principe numéro 5, hein, un manager qualité, pour rester in, il faut vraiment qu'il connaisse cet univers digital. Aujourd'hui, il ne peut pas, pour être force de proposition aussi, et pour au moins savoir que ça existe, parce que tout ça, c'est en lien, et j'en terminerai là-dessus sur ce principe. Hein. Il y a quelques années, on maîtrisait des processus avec des procédures et un certain nombre d'instructions. Aujourd'hui, pour maîtriser des processus, l'univers numérique ou le digital, c'est, j'allais dire, une nouvelle approche qui va contribuer à gérer tous ces flux d'informations. Principe suivant, le numéro 6, il faut aussi vivre avec son environnement. C'est-à-dire qu'un manager qualité, il faut aussi se dire les choses changent et il faut l'environnement, hein, tout son environnement doit aussi évoluer. Donc, il faut savoir utiliser l'espace pour se réunir et produire autrement. Si on veut faire de l'innovation, si on veut faire des séances de créativité, c'est vrai qu'à des moments donnés, il faut jouer avec l'espace, il faut jouer avec les murs, il faut savoir faire du management visuel, il faut savoir faire de la créativité, il faut donner envie aux gens, il faut que l'environnement soit en lien avec ce que l'on souhaite faire. Ça peut être difficile de se dire que si on est dans un environnement très ordonné et dans un contexte bien spécifique, tout ça impacte sa façon de penser, tout ça impacte sa façon d'agir et tout ça impacte sa façon et sa relation avec l'environnement. Donc, un manager qualité, il doit aussi jouer avec ça, jouer avec cet environnement pour rester. Et enfin, dernier principe, hein, pour rester in, il faut aussi privilégier l'intelligence collective. Parfois, dans l'univers isonormé, on a beaucoup privilégié ce que j'appelle la démarche séquentielle, c'est-à-dire les uns après les autres. Je soumets une idée, je la diffuse à un tel, qui la diffuse à un tel, qui la rediffuse à un tel, etc. Et puis, on va arriver à ça, c'est-à-dire une démarche très séquentielle les uns après les autres. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'univers du co. On sera dans la coproduction, la co-conception. Il faut vraiment penser ensemble et il faut éviter d'avoir ces démarches séquentielles les uns après les autres. Donc, pour rester in, il faut être capable d'animer des groupes de travail. Il faut être capable d'animer des groupes qui produisent de la matière et sur lesquels, qui sont, j'allais dire, à valeur ajoutée. Donc, il faut savoir coproduire, co-animer et co-penser ensemble et pas les uns après les autres. Voilà, donc j'ai essayé de réunir 7 principes. Bien entendu, on peut en trouver d'autres, hein, mais pour rester in, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que si le manager qualité veut être au cœur des enjeux de l'entreprise ou de l'organisation de demain, je pense que l'univers isonormé est bien, mais insuffisant. C'est-à-dire qu'il va falloir faire de plus en plus preuve d'empathie, d'être à l'écoute des autres, d'avoir un vocabulaire commun avec l'organisation, d'être force de proposition et de ne pas être mis sur la touche par faute de connaissances. Donc, il va falloir ouvrir un peu tous ces chakras, ouvrir sa façon de penser pour aller chercher
d'autres idées ailleurs et de pouvoir être force de proposition dans l'apport de plein de nouvelles connaissances. On a vu dans cette première partie sur des nouveaux mots, on l'a vu aussi sur le digital et on l'a vu aussi dans d'autres univers. Alors, pour conclure, je pense que ça peut être intéressant d'avoir une petite citation, et je vais reprendre une citation d'Albert Einstein. Nous ne pouvons pas arriver là où nous rêvons d'être demain sans changer notre façon de penser aujourd'hui. Et ça, moi, j'aime bien de dire que toujours, on pense le changement pour les autres, hein, le manager qualité, mais ce qui est important, c'est qu'avant de penser de changer les autres, il est important de faire un travail sur soi et de changer soi-même. On ne peut pas apporter du changement que pour les autres si soi-même on n'a pas fait ce travail personnel de se dire bah, aujourd'hui, il faut que j'aborde différemment les choses, et si j'aborde différemment les choses, je vais forcément porter un nouveau message dans les organisations. Si je reste uniquement dans ma sphère isonormée, je risque, en tous les cas c'est un risque, d'être mis de côté parce que je vais avoir mon propre vocabulaire, ma propre façon de penser qui pourrait être en décalage avec une approche beaucoup plus globale et différente. Voilà un petit peu l'idée les idées que je voulais vous soumettre. Il y a peut-être eu des questions et je passe tout de suite la parole à Nicolas pour savoir s'il y a eu quelques réactions par rapport à cette présentation. Alors oui, merci beaucoup Christophe pour cette présentation, effectivement qui est riche en enseignements, hein. Effectivement, on a eu pas mal de réflexion par rapport à ta présentation. Donc je vais et quelques questions. Donc je vais sans perdre un instant en fait te les formuler et n'hésitez pas à continuer à utiliser le chat pour poser vos autres éventuelles questions. Alors il y a déjà des questions, par exemple sur des exemples concrets des solutions digitales au lieu d'Excel. Alors, ça rejoint aussi une autre question qui était un petit peu sur les autres possibilités que la suite proposée, Excel, Word, etc. OK. Alors, pour répondre à ça, il y a plusieurs choses. Le premier point, c'est de se dire quels sont les problèmes. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut raisonner problème et pas besoin. C'est-à-dire que ça, aussi, les startups ont compris ça, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on propose des choses, c'est pas forcément par rapport à des besoins qu'on pourrait dire, tiens, ça serait intéressant c'est par rapport à des problèmes. Et ces problèmes par rapport au digital, je pense qu'on les identifie très facilement. Des points sur lesquels il y a beaucoup d'informations qui sont échangées. Donc, généralement, c'est le mail qui est utilisé. Et derrière, il y a des fichiers Excel qui vont compiler un certain nombre de données pour savoir si on a répondu, etc. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous voyez énormément de flux d'informations qui existent avec des fichiers Excel qui viennent compiler un certain nombre de données, ça veut dire que là, il y a certainement un problème sur la gestion de cette activité. Donc, j'ai donné l'exemple du recrutement et voilà, sur cet exemple, on pourrait en donner d'autres sur les actions, la gestion de projet, etc. Deuxième point par rapport à cette question, ce qui est important, c'est que la performance d'un outil va dépendre de la culture d'entreprise. Et ça, alors là, il faut vraiment faire preuve d'empathie et vraiment se dire attention, attention, là, il y a un vrai danger. C'est-à-dire que il faut vraiment que la culture d'entreprise se prête à l'intégration d'un outil digital. C'est-à-dire qu'un outil peut être très bien dans un univers, vous faites un copier-coller de cet outil dans un autre univers, et il ne va pas fonctionner. Je vais prendre un exemple concret, Trello pour gérer les actions. Moi, j'ai des clients qui utilisent ça, ils sont super heureux avec Trello. D'autres qui ont voulu l'essayer et qui ont fait un copier-coller de Trello dans leur univers, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que la culture n'était pas prête à ça. Donc, l'outil, ce n'est pas l'outil qui va faire la performance comme ça dans l'absolu, ça va être le lien entre la culture de l'entreprise et l'outil. C'est-à-dire que si vous copiez-collez un outil dans un univers qui n'est pas prêt, ça ne marchera pas, quelle que soit la performance de l'outil. Alors, très très bien. Déjà, ça répond à pas mal de questions que j'ai regroupées. Une autre question qui est, dans un contexte d'entreprise itérative, ne faut-il pas proposer un système management de qualité itératif? Si oui, par où commencer?
Alors, je la Alors, répète, ouais, 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 ouais. dans un contexte d'entreprise itérative, ne faut-il pas proposer un SMQ itératif? Si oui, par où commencer? Alors, le système, le SMQ itératif, ça veut dire qu'il va s'améliorer en continu. Donc, oui. Par où commencer? Je pense j'ai pas comme ça d'éléments en disant il y a un sujet type. Là, j'avoue que j'ai pas d'éléments. Je pense que c'est plus un état d'esprit général à avoir qui doit être partagé d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est pareil, hein, il faut accompagner le changement, donc ça peut pas être que le responsable qualité qui ait cette démarche. Derrière, il faut que ça, il l'explique, il la présente et que derrière, les pilotes de processus, par exemple, puissent eux aussi adopter cette démarche. Donc, l'itération, c'est bien. Donc, ça va permettre de tester, d'améliorer, tester, améliorer. Mais à un moment donné, il ne faut pas oublier d'innover. Je vais prendre un exemple d'amélioration continue que vous pourrez faire, par exemple, hein, c'est la revue de direction. Chaque année, quand vous prenez votre revue de direction, vous l'améliorez. Vous reprenez les transparents de l'année dernière, vous en rajoutez d'autres, vous en supprimez d'autres, etc. Donc, vous êtes dans une démarche un petit peu d'amélioration continue hein, là-dessus. Mais à un moment donné, moi, je pense que cette démarche d'amélioration continue, entre 3 et 5 ans, il faut casser ces démarches d'amélioration continue pour faire vraiment autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'exemple que j'ai donné sur la revue de direction, cette démarche d'améliorer pendant 3 ou 5 ans votre revue de direction, c'est bien, mais à un moment donné, vous allez atteindre un espèce de seuil d'incompétence. Donc, à un moment donné, il faut vous dire, waouh, comment maintenant je fais autrement ma revue de direction? Comment maintenant je casse ce que j'ai eu fait pour faire complètement autrement? Comment je présente autrement? C'est-à-dire, je ne sais pas si vous aviez l'habitude de présenter 30 ou 40 indicateurs pendant cette revue de direction et vous savez que ça ne sert à rien. Demain, comment je fais pour faire complètement autrement? Donc, ça veut dire qu'il faut penser autrement pour apporter des nouvelles idées. Alors effectivement, par contre, j'ai d'autres qui sont plutôt de l'ordre de la réflexion, d'autres interventions. Les solutions digitales sont aussi malheureusement pour délocaliser les processus vers des sous-traitants et du coup, tout le monde se sent déresponsabilisé. Ça, c'est vrai que ça peut exister. Ah oui, alors après, il y a les solutions digitales qu'on va intégrer, c'est-à-dire d'intégrer des outils au sein de son organisation. Je ne sais pas, par exemple, il y a quelques années, moi, il y a quelques années que je suis par exemple, moi, il y a, je sais pas, je dirais une quinzaine ou une vingtaine d'années, par exemple, il y avait peu de CRM qui était de Customer Relationship Management dans les organisations hein, pour gérer toute la relation client qui était déployée. On trouvait il y a encore 15-20 ans des fichiers, des bases de données clients qui étaient sur Excel. Alors que c'est quand même une valeur importante pour une organisation, hein, c'est de privilégier quand même cette donnée, cette data qui est la relation client. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se développe de manière très importante, c'est tout ce qui est SIRH. C'est-à-dire aussi, on s'aperçoit que les individus, que le collaborateur, quand même, c'est un acteur clé dans l'organisation et que toute sa relation avec le collaborateur n'a pas été forcément mis en avant. Alors, je vous ai parlé du recrutement, mais on peut mettre aussi, par exemple, tout ce qui est entretien d'évaluation. Regardez quand on fait des entretiens d'évaluation avec le flux que ça génère entre le fichier Word ou Excel, l'avis du N+1, la diffusion au RH, etc. C'est un peu artisanal. Aujourd'hui, il y a des solutions qui gèrent l'ensemble de ça. Si on veut voir tout l'historique d'un collaborateur sur les formations suivies, etc., ça aussi, il y a des systèmes d'information type SIRH qui peuvent permettre d'apporter des éléments de réponse et d'avoir une meilleure traçabilité sur tous ces éléments-là en sortant du fichier Excel. Ensuite, sur l'externalisation, ça après, c'est des démarches d'entreprise qui repensent peut-être vraiment leur système. Moi, quand je parle de digital, c'est plutôt d'intégrer des outils en interne pour mieux piloter les processus. Je n'étais pas dans une logique d'externalisation. Alors, il y a une autre intervention qui est la digitalisation n'est pas toujours réalisable dans les grands groupes car le service informatique bride les applications. Ah, ça, c'est une vraie question et c'est une Oui, vraie réalité entre la c'est cybersécurité ça. et tout tout ce que ça concerne et les applications. Donc ça, là, je pense qu'il y a un vrai sujet.
où c'est vraiment après, là je pense que les DSI, on leur demande vraiment d'assurer la sécurité et la sécurisation des données, et ça c'est normal, et du coup eh ben, ça bloque beaucoup de choses en interne, et ça bloque sur l'utilisation d'outils digitaux avec des modes SaaS SaaS ou dans le cloud, et ça c'est un vrai sujet, je pense. Exactement, oui, c'est un sujet, je pense, que c'est une intervention intéressante. Alors, merci donc Christophe pour ces réponses. Effectivement, malheureusement, donc le temps qui nous était imparti est déjà écoulé. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Alors, nous serions bien restés effectivement ensemble pour continuer à échanger, mais rassurez-vous, donc le webinaire a été enregistré. Il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com. Je vous remercie encore d'avoir été nombreux à suivre ce webinaire. Je remercie Christophe Villalonga pour sa présentation, et à la suite du webinaire qui sera publié sur Parcours Croisé, n'hésitez pas surtout à poursuivre les échanges entre vous ou à interpeller Christophe qui répondra à la suite de cette publication. Merci encore à tous et merci Christophe pour cette présentation. Merci de votre écoute.